retourne chez nos amis des Échos. On va parler d'une boîte française qui a ringardisé les écrans. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça dure 8 minutes et ça avait l'air intéressant, donc je l'avais foutu dans ma liste. Voyons voir ce que c'est que ce truc. Vous avez des enfants? D'abord, bravo à vous. J'en ai pas. Non. Mais surtout, ça veut dire que vous connaissez certainement cet objet. Cette compteuse pour enfants, C'est qu'on quoi a fait tester à toute la rédaction, histoire de les détendre entre 2 notifications sur Donald Trump. Quand Yessine se réveille, il est surpris. Il n'y a pas un seul bruit dehors. C'est pour le travail. Elle a été vendue à plus de 2 millions d'exemplaires extrêmement depuis énervant. sa création il y a une dizaine d'années. Et l'origine de son histoire, elle est assez improbable. Mes 3 associés sont des amis que je vois beaucoup en soirée. Un soir, je faisais une soirée chez moi, ils ont débarqué et je leur ai dit vous voulez pas qu'on monte une boîte ensemble? Ils m'ont dit on vient d'en parler dans le métro, l'histoire a commencé exactement comme ça. Et en plus de ça, Attends, mais elle est française. pause, les parents du chat, vous connaissez ce truc? Bienvenue dans Putain, ce je nouveau l'ai Secret jamais vu. Sauce sur l'Uni. Bizarre, se dit Yessine. Les fabriques à histoire de l'Uni, c'est elle qui les a inventés. Bonjour, je m'appelle Maëlle et je suis cofondatrice de l'Uni. Alors qu'elle termine ses études de design, Maëlle et 3 de ses potes de promotion ont une envie, créer du divertissement Mon neveu adore pour les ça. plus petits, et ils ont Ok. une conviction. Surtout, éviter les écrans. J'ai écrit un mémoire sur les imaginaires collectifs et individuels et pendant l'écriture de ce mémoire, j'ai observé que l'arrivée des écrans dans Parce qu'il y a des responsables de foyer dans ce chat, mais vous serez étonnés du nombre de darons et de daronnes dans mes chats. Hein. C'est assez terrifiant. nos vies, des smartphones, des tablettes, pouvaient menacer la créativité, notamment chez les enfants. Et donc du coup, j'ai voulu imaginer un objet qui soit une alternative aux écrans. Mes 3 associés sont des amis que je vois beaucoup en soirée. Un soir, je faisais une soirée chez moi, ils ont débarqué et je leur ai dit vous voulez pas qu'on monte une boîte ensemble? Ils m'ont dit on vient d'en parler dans le métro, l'histoire a commencé exactement comme ça. Au début, comme dans chaque start-up, c'est la galère, et il faut dire que l'Uni ne sait pas faciliter la tâche. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notre expert start-up maison, Adrien. L'Uni, c'est un banger pour les parents. Parce qu'en fait, le produit, c'est quoi? Ça raconte des histoires à ton môme et ça permet de lui faire passer du temps, j'imagine. Lelièvre. Et l'Uni, dès le départ, en fait, a décidé de faire du hardware, ce qui est plus compliqué, ce qui demande plus de C'est cash. très réel, ça. Premier obstacle, fabriquer un prototype. Les coûts sont énormes, minimum. Ça, j'en ai beaucoup parlé, notamment avec mon pote Thomas, qui gère GeoRide. Ceux qui connaissent pas, c'est un petit boîtier connecté que tu mets sur ta moto, fabriqué en France et tout machin. Nanan. Ça a été un calvaire de faire du hardware quand t'as une petite boîte qui a pas de cash. Aujourd'hui, ça tourne, ça marche hyper bien son truc. Hein. Mais putain, 200 000 euros pour entamer un projet, enfin c'est même beaucoup plus parce qu'il faut investir dans des machines. Et nous, bien sûr, on est sortis d'école, on n'a pas ces fonds-là. Deuxième problème, Team Daron. les contenus des conteuses. En gros, les histoires à raconter aux enfants. Pour les produire, il a fallu trouver des ingénieurs du son, des comédiens, des auteurs. Et lors des premiers rendez-vous, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans le milieu jeunesse, on était un ovni. Personne n'a compris quand on a débarqué. Troisième impact, ah bon? Ah attendez, j'essaie de me mettre dans la peau du rendez-vous. Bonjour, on est une petite boîte et on aimerait lancer des petites boîtes à histoires pour les enfants. Vous voulez enregistrer des histoires? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Je suis extrêmement confus. passe la vente. Parce qu'une fois le prototype en poche, les auteurs et les comédiens trouvés, il a fallu convaincre des commerçants. Les gens ont pas le temps de lire un livre à leurs enfants. Non, c'est pas ça. Alors pour le coup, je vais défendre les parents du chat là. Non. En vrai de vrai, je comprends le produit. C'est pas que t'as pas le temps de lire un livre à ton enfant et c'est pas que tu vas arrêter de lire un livre à ton enfant et c'est très important de lire des histoires à tes enfants. Mais c'est juste que tu vas pas lire tout le temps des histoires à ton enfant. Et honnêtement, moi je comprends, pour avoir été autour de tous mes potes qui ont des mômes, je comprends totalement le fait que frérot, on est dimanche, il est 16h30, t'es lessivé et oui, peut-être que l'après-midi tu vas le laisser avec sa liseuse dans son coin, tu vas faire une sieste avec son machin truc et le soir tu lui liras une histoire. Mais pour moi c'est un produit de complément, ça remplace pas. De vendre des lunis. On se rend à un Nature et Découverte à côté de chez moi et on va voir une vendeuse en lui disant « Coucou, on a cet objet, on adorerait le vendre chez vous, comment on fait ?» Très naïf dans la démarche, mais ça a payé puisque la vendeuse nous a donné le contact du directeur des achats de Nature et Découverte qui a répondu à notre mail dans les 10 minutes Bonne idée, pour nous Nature et donner Découverte. rendez-vous au siège social. Et à partir de ce moment-là, Nature et Découverte a eu un vrai coup de cœur pour le projet et nous a attendu pendant 1 an et demi avant que le projet soit prêt industriellement parlant. C'est le premier ingrédient de la secret sauce de Maëlle et de ses potes. Trouver un revendeur de renom, et on va pas se mentir, ils ont eu un gros coup de bol. Parce que normalement, ça n'arrive pas aussi rapidement. Et en 4 mois de commercialisation, rupture de stock, première vente chez Nature et Découverte, c'était de la folie. Oh, wow.
Mais évidemment, le succès a créé un nouveau problème. Comment produire en masse ? En allant en Chine, mon pote. Et c'est ce qu'ont décidé de faire Maël et son équipe, malgré leurs idéaux écologiques. Pauvres toutes les startups françaises qui font du hardware, littéralement, allez, je vais pas dire littéralement tout ce que j'en connais qui sont des contre-exemples, et puis vous allez me contre-Kems dans le chat, mais allez, 90%. Moi, au début, forcément, je suis extrêmement déçue parce que l'Uni a une identité engagée depuis le début. En tant que designer, moi, c'est vraiment ma formation, c'est de faire des choses qui ont du sens et le plus respectueux possible de l'humain, du vivant en général, de la planète. Donc j'ai eu un petit deuil à faire, mais le plus important... Le faire en Europe, ça coûte trop cher, et puis surtout, il n'y a pas les connaissances. Il y a plein de trucs où il n'y a vraiment pas les connaissances, c'est pas un mème, c'est pas une blague, c'est vraiment réel, quoi. Était que le projet voit le jour. Mais la Chine est 2020. Vous voyez où je veux en venir ? We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Heureusement, Maël et ses copains avaient pris en 2018 une décision stratégique qui va les sauver. Rapatrier la production en Europe. On s'est fait une promesse en disant que si le projet fonctionnait, je suis curieux de la fin de l'histoire. S'ils ont réussi, c'est très fort. Eh bien, on rapatrierait la production en France. Et après un appel d'offres dans plusieurs pays, leur choix s'est porté sur... Bayonne. Ok. Sauf qu'en France, c'est loin d'être simple. Quand on a un projet industriel, il faut investir dans des machines. C'est des lignes semi-automatisées ou automatisées. Donc, une ligne de manufacture qui est dédiée à nous, centralisée, assemblée à carte mère. Voilà. Vous comprenez pourquoi je vous disais que c'était loin d'être simple ? Quand on les interroge, les fondateurs ne cachent pas que ça a été compliqué, il y a eu parfois quelques couacs, il y a eu certains premiers modèles. On est écologiste, mais quand même faire de l'argent, c'est mieux dans le chat. Mais en vrai, moi, j'en veux pas à quelqu'un qui essaye de faire des trucs, tu vois. Genre, le monde est fait de contradictions. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, je vais pas me foutre de leur gueule. Après, j'ai mes opinions et objectivement, je trouve que fabriquer en France, c'est hyper dangereux et difficile et hors de prix et tout ce que tu veux. Donc voilà, tu vois. Mais force à eux, tu vois. Genre, en vrai, si t'essayes et que t'y arrives pas, tu vas quand même en Chine, mais bon, tu reviens. Tu vois, genre, fine, tu vois, je sais pas, les gens essayent de faire au mieux comme ils peuvent, tu vois. Au bout d'un moment. Des petites boîtes à histoire qui étaient pas parfaitement montées, par exemple. Donc ils ont un peu ramé, si je veux dire. Réindustrialiser, c'est compliqué, ça demande de l'argent, ça demande des compétences techniques. Et je pense que c'est très aligné avec la mission de la fondatrice qui veut vraiment créer un objet utile à la société et qui veut créer aussi une boîte pleinement enracinée en France et qui soit pas dépendante non plus de fournisseurs à l'autre bout du monde. Et c'est là qu'intervient le deuxième ingrédient de la secret sauce de l'Uni. Bah pour les pièces détachées, ils sont obligés, non ? Parce qu'attends, c'est assemblé parce qu'on fabrique des PCB en France ? Curieux. Diversification. En parallèle de ces compteuses, l'entreprise produit aussi des histoires pour enfants. Déjà 4500 ont été créés depuis le lancement. Il y a carrément des making-of sur YouTube pour ceux que ça intéresse. J'interprète principalement le rôle de Ellie, qui est une adolescente qui va aider le héros Alex dans sa quête. J'ai une idée, suis-moi. Aujourd'hui, l'Uni est rentable. La boîte tire ses revenus à la fois de la distribution de ses contenus audio, comptez une quinzaine d'euros le livre qui contient de 40 minutes à 3 heures d'histoire, et de la vente de ses produits physiques. Sachant que les mômes, ils ont tendance à réécouter tout le temps les mêmes histoires, en vrai, c'est assez rentable pour les parents, je trouve. Entre 70 et 100 euros la tablette. Bah ouais, ça coûte un petit billet d'être tranquille pendant ces trajets de voiture. Pour résumer, 50% du chiffre d'affaires vient des contenus et 50% des appareils. Prochain défi pour Maël et son équipe, convaincre à l'international. D'autant plus que des concurrents directs ont déjà pris beaucoup d'avance. On peut citer des acteurs comme Tony's, qui met en vente les petites Tony Box. Il y a aussi Merlin, ou alors... Bah c'est ça un peu l'angoisse, c'est que du coup tu vas avoir derrière des boîtes. En fait, ce qui est un peu triste pour eux, mais je serais curieux de voir la conclusion de la vidéo, là je vous fais juste mes pensées en temps réel, c'est que en fait ils ont un peu ouvert le marché et derrière il y a des concurrents qui vont copier le truc et juste eux ils vont aller le faire fabriquer au Bangladesh, vendre ça 2 fois moins cher et basta, tu vois. C'est un peu le risque. Mon petit Morphée, c'est un marché assez dynamique où on a vu pas mal de nouveaux entrants arriver. Tony Box, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 10 fois plus que celui de l'Uni. Et cette somme, elle est notamment portée par des partenariats avec des géants du divertissement comme Disney, Sony ou bien Universal. En 2021, Tony's est entré en bourse à Francfort et on a profité pour lever plus de 100 millions d'euros. De quoi lui assurer une place de leader sur le marché des pour faire des boîtes en plastique avec des histoires dedans, mais c'est hallucinant, incroyable. Boîtes à histoire. Et l'Uni dans tout ça. Et ça pourrait aussi avoir du sens de voir ce type d'acteur être adossé par exemple à un grand groupe d'édition, parce qu'en fait il existe plein de grands groupes en France du type Bayard, etc. Dans une logique de consolidation, de
Dans une logique aussi de diversification des produits, ça peut tout à fait avoir du sens pour un éditeur de jeunesse, par exemple, de se dire on va avoir en plus une couche de hardware qu'on vendra en complément de nos livres, de nos spectacles, de nos jouets, etc. Bon, vous l'avez compris, pour entretenir sa secret sauce, l'Uni va devoir faire des choix stratégiques sur son développement à l'international. Maëlle, de son côté, a déjà en tête un futur projet. Là, je suis en train de coécrire une fiction audio qui prend la forme d'une série en 3 saisons, qui s'appelle Numenia, qui sera cette fois-ci sous forme d'application sur smartphone. Moi-même, je suis partisane de pas de smartphone avant 14 voire 16 ans, pas de réseaux sociaux avant 18 ans, mais la réalité aujourd'hui est tout autre. Et donc du coup, la position de l'Uni, c'est de dire essayons de proposer du contenu sain sur smartphone pour que le temps passé dessus apporte quelque chose à l'ado et aussi aller le chercher là où il est. Conclusion de cette histoire. N'ayez surtout pas peur d'avoir une bonne idée en soirée avec des potes. Sur un malentendu, ça peut devenir votre gagne-pain. Merci d'avoir regardé ce 8e épisode de Secret Sauce. Bah let's go, toujours bien les échos hein. Ça va être comme d'hab les petits français positionnés luxe parce qu'ils peuvent de toute façon pas baisser des coûts et les alternatives internationales pour le mass market. Assez d'accord avec ton analyse. Mais c'est bien, tu vois, en vrai, faut essayer de faire des trucs, pourquoi pas hein. Bien sûr, le jeune de 16 ans avec une Luni, bah oui, c'est pour ça qu'ils vont sur le smartphone pour les ados, je pense. Tu vas avoir du mal à filer une liseuse d'histoire à un ado, je pense que ouais. Mais ouais, j'ai trouvé un peu hardcore. Bon après, chacun gère sa maison comme il veut, hein, mais le truc de genre pas de smartphone avant 16 ans, ouf, complicado. Hein. Oh, non, putain, d'ailleurs, très bonne réflexion qui va en lien avec ce qui vient d'être dit. J'ai trouvé une meuf sur TikTok qui disait un truc que je trouvais trop intéressant. J'aimerais bien votre avis là-dessus, mais c'est en lien avec ce qu'on vient de voir. Elle disait genre, moi je file pas de smartphone à ma fille avant genre pareil, genre âge ado avancé et tout. Par contre, je lui donne un ordinateur fixe, un desktop. Et il y avait plein de réflexions à ça et je trouvais que ce qu'elle disait genre assez sensé, c'est assez malin en fait ce qu'elle disait. C'était genre bah aujourd'hui les Gen Z ils ont de moins en moins d'ordi fixe parce qu'ils sont mobile first, tu vois. Donc ça lui apprend à bidouiller et avoir des connaissances, etc. Elle peut quand même jouer à des jeux vidéo et faire plein de trucs. Et ça la forme à, bah, tu vois, à tout ce que des millennials ont pu connaître et qui est en fait très utile quant à ses connaissances même de base en informatique dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est assez intéressant. Et comme je sais qu'en plus qu'on a des parents dans le chat, j'aime bien genre ces genres de débat. Parce qu'en vrai, tu vois, l'idée de dire j'attends un peu pour le smartphone, par contre, l'ordi fixe, oui, c'est pas idiot en vrai. Je trouve la réflexion pas conne. Sous Linux, s'ils sont passage. Mais en vrai, mais promis, franchement, après, force à vous, moi je donne de leçons à personne, tu vois, mais je trouve ça intéressant de dire genre tu peux jouer à des jeux, t'as un ordi fixe et tout, y a aucun problème. Par contre, il est sous Linux, c'est ma seule règle. Si t'arrives à faire tourner ton jeu, tu fais ce que tu veux, tu te démerdes. Mais du coup, frérot, tu vas être obligé d'apprendre, tu vas comprendre ce que c'est qu'un terminal, tu vas installer Proton, tu vas te démerder, tu vas pleurer du sang, mais ça va t'apprendre tellement de trucs. Parce que nous, à l'époque, hein, il fallait ouvrir des ports sur le routeur pour jouer à Counter-Strike. Voilà ce qu'il fallait faire. Il y a un petit côté comme ça, mais je trouve ça pas trop mal, tu vois. Moi, j'ai eu ça perso, maintenant je sais coder. Bah, oui, typiquement, quoi. Une spécialiste préconise pas avant le collège, puis 1 heure par âge, genre 15 ans, 15 heures par semaine. Ok. Pourquoi? Oui, ok, d'accord. Ouais. Je suis sous Linux, bro, depuis mes 14 piges, c'est faisable. Non, mais les gars, j'ai été pareil, hein, j'étais comme vous, hein. Mon premier ordi fixe, c'était un vieil ordinateur de récup qu'on avait à la maison. Et il était sous. Alors attention, ça va me dater. Ça va vraiment me dater. Voilà, il y a une vidéo. C'était un ordinateur qui tournait, attention les yeux, sous Mandrake Linux. Avant que ça s'appelle Mandriva et puis ensuite que ça arrête d'exister. Est-ce que des gens ont connu ce truc? Voilà. Ça, c'était mon premier ordi sur lequel je me suis démerdé pour installer Flash pour jouer à Dofus sous Mandrake, mon pote. Ça c'est un niveau de vieillesse. Et je me souviens parfaitement de ce desktop, putain. Voilà. Ça, c'était moi à la campagne dans l'Oise, tu vois. Un niveau de 2003 rarement égalé. Ça, c'était quelque chose, ça. Et en même temps, bah t'apprends des trucs, quoi, tu vois. C'est hyper utile, hein. Ça s'appelle Mageia maintenant. Ça existe encore? Ah ouais. Je pensais que ça avait disparu avec Mandriva. Ok, marrant. L'artefact que tu viens d'invoquer. Ah bah là, le truc, je les résurrecte depuis les morts. Hein. Là, c'est quelque chose. Hein. Non, mais en fait, ça pour dire que, bref, pour résumer, je trouve ça intéressant, cette idée de lier le confort et le divertissement avec une notion d'apprentissage. Je trouve ça assez intéressant quand t'as un môme, tu vois. Moi, ça me parle. Je me dis, si j'ai des enfants, tu vois, tu peux jouer aux jeux vidéo, faire ce que tu veux et tout, mais tu dois résoudre le labyrinthe, tu vois. Parce que du coup, ça fait travailler ton cerveau et t'apprends des trucs. Je trouve ça smart. Et le mien pourra jouer à ce qu'il a codé lui-même. Non, ça, c'est très très dur quand même. Ça, c'est hardcore. Pauvre môme.